Tous. Du coup, aujourd'hui, c'est un webinaire qu'on a décidé de faire avec Nicolas, en fait, pour vous présenter quelles étaient en fait les compétences nécessaires pour travailler dans la durabilité. Du coup, Nicolas, je te laisse te présenter et présenter Jobs That Make Sense rapidement. Du coup, je m'appelle Nicolas, je suis responsable développement de Job at Make Sense. Avant de travailler chez Make Sense, j'ai travaillé 3 ans dans un cabinet RH de startup qui s'appelle Ignition Programme. Donc, en gros, je connais un petit peu les problématiques RH du secteur. Rapidement, Job at Make Sense, c'est une plateforme d'emploi dédiée à l'impact. Nous, notre but, c'est vraiment de faciliter, de fluidifier ce marché de l'emploi à impact, d'accompagner à la fois tout porteur de projet à impact à recruter son équipe et aussi accompagner toute personne qui est dans une démarche de transition professionnelle vers l'impact à trouver le job qui lui va bien ou les formations qui vont lui permettre de développer les compétences clés pour rejoindre ce job. Et rapidement, en fait, par mois, ça représente plus de 1200 offres. On avait 4000 recruteurs en 2020. C'est sur tout type de job, du CDI au stage, en passant par l'associé, du bénévolat, du freelance. Des offres partout en France, même si c'est principalement à Paris, mais en fait, en vrai, il y en a partout en France, des structures engagées à taille humaine et sur tout type de secteur. Les secteurs qui regroupent pas mal aujourd'hui, c'est l'éducation, la formation, l'agriculture, le bien-être, l'environnement, etc. Voilà, Lou, pour moi, la typologie des 10% des structures est extrêmement, ouais, c'est à peu près 50% d'assaut, 50% d'entreprises, de start-up. Je ne sais pas si c'était la question. Ah oui, non, pardon, de plus de 50 personnes, c'est souvent des grosses assos ou des entreprises à mission, type WWF, type le groupe SOS, des choses comme ça. Si vous voulez, on pourrait répondre à toutes les questions après. Secteur du droit est-il concerné? Oui, il doit y avoir des jobs dans le droit, mais ça ne va pas être la majorité. On pourra en parler du... Ouais. Oui, si je peux me permettre juste une question. Cet accompagnement, est-ce que vous pourriez nous en dire juste un petit mot? Comment il se fait? Est-ce qu'il est gratuit? Qui nous accompagne? Sur quelle durée? Ouais, très rapidement, nous, on est vraiment une plateforme, donc oui, évidemment, c'est gratuit, et donc c'est plus donner tous les outils nécessaires à notre audience pour avoir toutes les armes nécessaires pour trouver son job, pour développer des compétences, pour avoir un bilan de compétences pour la compagnie. Donc nous, c'est vraiment un accompagnement, je dirais, plateforme. Donc si vous avez des questions par mail, etc., on y répond, mais il est gratuit, c'est vraiment une plateforme, quoi. Voilà. D'accord, merci. Donc, ça n'est pas un accompagnement en présentiel. Non, on a des partenaires qui peuvent accompagner en présentiel des gens dans leur transition pro, mais nous, non, c'est que digital platform. D'accord, merci. Et du coup, donc moi, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis cofondateur d'EcoLearn. EcoLearn, on a fondé ça avec Patrick Dumière et Arnaud Herman, et on est une entreprise à mission. Et notre mission, c'est de donner aux gens les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire pour transformer soit leur entreprise vers plus de durabilité, soit leur carrière. Et donc, on a identifié en fait six éléments de formation où on pourrait former les gens. Donc, la durabilité dans les entreprises, le changement climatique et la réduction de l'empreinte carbone, les achats durables, la finance et le reporting, le marketing et l'ingénierie. Et en fait, on propose aux gens donc, 3 types de formations. Des formations qui sont un peu courtes pour les sensibiliser, pour qu'ils comprennent donc, les bases du sujet. Ensuite, un deuxième type de formation qui sont plus sur la compétence, donc comment acquérir vraiment les compétences pour transformer son entreprise vers plus de durabilité. Et enfin, on forme les gens au métier de la durabilité. Et il se trouve que donc on est une jeune entreprise à mission. On a été créé au 1er janvier 2020. Et du coup, on est en train de déposer notre statut en tant qu'école. Et donc pour ça, le ministère du Travail nous demande de faire une vaste étude sur le marché du travail et sur le besoin des entreprises. Et c'est une étude qu'on a fait donc avec différents partenaires, donc comme Burdeo, People for Impact, le Collège des directeurs en développement durable, Talent for the Planet. Et donc, avec tous ces acteurs, en fait, on a mené une vaste étude sur qu'est-ce que c'est que le besoin des entreprises en durabilité. On a demandé à tous les acteurs et on leur a demandé. Et du coup, l'idée un peu aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats de cette proposition. Donc, la présentation aujourd'hui, on va la faire en 4 différentes parties. Donc, d'abord, je vais vous présenter un peu rapidement en fait, pourquoi il y a une évolution des besoins en compétences, parce qu'il y a des fondements
qui sont assez évidents. Ensuite, moi, je vais vous présenter plus précisément donc, les besoins en compétences durables de l'économie traditionnelle, donc les bons vieux capitalistes. Et Nicolas va plutôt vous présenter les besoins de l'économie engagée, parce que c'est plutôt les gens qui sont sur sa plateforme. Et enfin, on va faire un petit résumé sur quelles sont les compétences clés et éventuellement comment les acquérir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou à les poser directement là. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est qui pousse les entreprises à se tourner vers la durabilité? D'abord, il y a une évolution législative. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez poser des questions à la fin, et j'y répondrai. Mais en gros, depuis 2015, il y a des lois successives sur l'économie circulaire, sur le carbone, sur les parties prenantes, sur l'égalité femmes-hommes, etc., qui poussent les entreprises à agir, même celles qui n'ont pas forcément envie. Deuxièmement, il y a une pression de la part des financiers. Donc sur les marchés, tout simplement, maintenant, il est devenu moins cher et plus sécurisé de se financer sur des marchés à impact. Et donc, pareil, les entreprises qui sont purement capitalistes, elles ont compris leur intérêt là-dessus. Ensuite, il y a une pression des talents. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu les gens du manifeste étudiant pour un réveil écologique et ce genre de choses. Mais en gros, de moins en moins de jeunes personnes ont envie de travailler pour des entreprises qui sont polluantes et qui n'ont pas vraiment de sens autre que faire de l'argent. Et donc, pour attirer ces talents, les entreprises sont obligées de monter les salaires. Et du coup, ça leur coûte hyper cher. Et du coup, ils sont en train de se demander, est-ce que ça ne me coûterait pas moins cher d'avoir une vraie raison d'être et d'être un peu moins cupide et un petit peu plus durable, plutôt que de devoir payer les gens plus cher et faire cette espèce de course en avant. Et enfin, il y a une pression des consommateurs. Comme vous pouvez le constater, c'est une pression la pression des consommateurs, j'ai mis ça en dernier, parce que en fait, il se trouve que les consommateurs, dans le discours, les consommateurs sont très attachés à la transformation durable des entreprises, mais dans les faits, ce qui les intéresse, c'est surtout le prix et les propositions de valeur des produits. Donc finalement, les consommateurs ne représentent pas une pression si grande pour les entreprises. Donc rapidement, il y a eu une pression en faveur de la durabilité qui vient en fait, ça fait 30 ans que ça existe, mais concrètement, il y a eu une montée en pression 2015, et en fait, on passe de la RSE, donc de la responsabilité sociale des entreprises, à la direction développement durable. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce changement de RSE à développement durable? En fait, la RSE, c'est compenser les effets négatifs que je fais. La RSE, c'est de la communication, en gros. Et donc, c'est un peu genre reboucher de la main gauche le trou que je suis en train de creuser de la main droite. Alors que le développement durable et la durabilité, c'est vraiment une prise en compte des externalités positives et négatives de mon entreprise au sein même de son business model. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus intégré. Et donc, ça engendre des difficultés du coup en termes de compétences. Enfin, des besoins en termes de compétences. Ensuite, il y a le réchauffement climatique. Donc, je ne vais pas vous la faire, j'imagine que vous êtes tous au courant, mais le réchauffement climatique est de plus en plus visible, de plus en plus rapide et cause de nombreux problèmes aux entreprises. Et ça accélère les évolutions, tant au niveau légal que financier. Et enfin, on est en train de s'apercevoir que la décennie 2020-2030, elle est cruciale pour changer les modèles des entreprises et de l'économie. Et donc, c'est un besoin en compétences qui est assez immédiat, qui est assez urgent. Donc rapidement, du coup, sur ce que je vous disais, il y a un changement de la RSE au développement durable qui est en cours, hein. C'est pas encore complètement terminé, mais en gros, avant, c'était rattaché à la communication et maintenant, c'est plutôt rattaché à la stratégie. Et donc, il faut vraiment accompagner la transformation des modèles des entreprises. En plus, il y a un changement de génération des dirigeants. Donc, en gros, si je caricature, les boomers, ils commencent à partir à la retraite, quoi, et du coup, les gens sont un peu plus engagés et ont un peu une meilleure compréhension et une meilleure sensibilité au sujet de la durabilité. Et on a aussi une arrivée d'experts, qu'ils soient internes ou externes, sur les thématiques de la durabilité et qui, du coup, engendrent et facilitent cette transition. Et enfin, les investisseurs et les parties prenantes attendent des démonstrations qui sont vraiment effectives. Il y a notamment une lettre assez connue qui a été écrite par le CEO de BlackRock, qui est le plus grand fonds d'investissement, il y a quelques mois ou une année, je crois, qui résume bien ce changement, où même les investisseurs les plus traditionnels, même les investisseurs les plus classiques, même eux commencent à s'intéresser à la durabilité. Et ça, du coup, ça fait changer les entreprises. Donc, il y a, en termes d'évolution des métiers de la durabilité, pour les distinguer, c'est assez simpliste, mais pour les distinguer, on a fait une distinction en 3 types de métiers.
Donc, il y a un métier qui consiste à concevoir des stratégies de durabilité. Donc là, on est vraiment dans la direction développement durable. On est vraiment sur de la stratégie. On est sur des métiers qui sont assez haut niveau, qui sont un peu plus tard dans la carrière et qui sont sur des gens qui ont déjà de l'expérience, une bonne expérience, même au moins 5 ans d'expérience, je dirais, 3 à 5 ans minimum, grand minimum. J'en parlerai plus tard des compétences pour ce métier. Ensuite, il y a les compétences de mettre en œuvre une stratégie de durabilité. Là, on est plutôt sur des postes de chargé de mission ou de responsable ou de responsable de projet. Donc là, c'est des métiers qui sont plus des métiers en entrée de carrière et qui sont beaucoup plus accessibles, sachant que pour concevoir une stratégie de durabilité, il faut avoir au moins une fois dans sa vie mis en œuvre des stratégies de durabilité. Parce que sinon, enfin, la théorie et la pratique, c'est… Voilà. Et enfin, ça, je laisserai Nicolas en parler plus précisément, mais la troisième chose, c'est en fait, plutôt que d'essayer de transformer une entreprise non durable en entreprise durable, on peut directement travailler dans une structure engagée et qui est du coup durable par essence, quoi. Du coup, la conséquence de tout ce que je viens de vous dire, c'est que la fonction de direction, donc direction développement durable, est de plus en plus stratégique et de plus en plus politique, et elle s'intègre aux différents comités exécutifs. Et donc, du coup, les personnes qui veulent travailler en direction durable, il faut être capable, en fait, d'avoir une double compétence, et parfois, c'est vraiment pas facile, entre une compréhension technique et opérationnelle de qu'est-ce que c'est que le carbone, par exemple, ou qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-design, etc. Donc, c'est des compétences qui sont très techniques et très précises, avec une vision stratégique et politique, et être capable de faire évoluer l'entreprise individu par individu. Et donc, du coup, on a un mélange, donc un bon profil en direction de développement durable. C'est une personne qui est à la fois capable d'avoir une grande compréhension technique et aussi une capacité à évoluer plutôt de manière politique et à prendre en compte les différentes parties prenantes. Et ensuite, donc, comme je disais, donc ça c'est plutôt sur la conception de stratégie de durabilité. Ensuite, il y a d'autres postes qui sont plutôt sur la mise en œuvre. Et donc sur la mise en œuvre, c'est plutôt des spécialités avec, du coup, il faut maîtriser les codes de la durabilité, quel que soit le domaine. Donc avec une petite partie législative pour suivre un peu ce qui se passe dans les lois, mais surtout des parties techniques pour être capable en fait de mettre en œuvre les stratégies qui ont été designées par les directrices et directeurs développement durable. Et donc, on assiste à un besoin en termes de compétences à toute l'échelle de l'entreprise, avec du plus technique au plus stratégique, avec un besoin de monter en compétences et de monter en compréhension sur ces différents sujets de la durabilité que je vais vous mentionner tout à l'heure. Donc du coup, les grands métiers de la durabilité ou les grandes compétences de la durabilité qu'on voit émerger sur les années 2020-2030, c'est être un expert en stratégie de décarbonation, en économie circulaire dès la recherche et le développement, mais aussi dans l'économie circulaire, dans l'économie de la fonctionnalité, dans la gestion des déchets, etc. Tout ce qu'on appelle la compliance de la chaîne de valeur, c'est-à-dire quand j'achète et quand je collabore, typiquement s'assurer que je ne suis pas en train de financer l'esclavage des Ouïghours, par exemple. Mais ça, c'est vrai sur toutes les échelles, et pas uniquement de manière sociale, mais aussi de manière environnementale. C'est-à-dire que du coup, on voit une intégration des responsabilités des entreprises, où avant, les entreprises, elles pouvaient dire « c'est pas moi, c'est mon fournisseur ». Aujourd'hui, en fait, en Europe, et particulièrement en France et en Allemagne, on a une augmentation de la responsabilité où, quand j'achète, je suis responsable de la personne à qui j'achète. Et donc ça, du coup, ça nécessite des nouveaux métiers avec de nouvelles vérifications. Ensuite, finance responsable. On en parlera plus tard, mais en gros, de plus en plus, les entreprises, pour se financer, sont obligées de faire du reporting extra-financier. Et donc, il faut expliquer quelle est la performance de l'entreprise au-delà de sa simple performance financière. Ensuite, il y a toute la partie dialogue local et sociétal, c'est-à-dire, en fait, comment est-ce que je prends en compte mes parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, comment est-ce que je les prends en compte, comment est-ce que je les fais dialoguer et comment est-ce que je m'assure qu'elles soient en accord avec la raison d'être et la mission de l'entreprise, même si ce n'est pas une entreprise à mission. Et ensuite, ce qu'on a appelé de manière très humble et très neutre l'implication des clients.
c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le marketing durable, qui est pour l'instant pas vraiment existant. Nous, on fait beaucoup de recherches dessus, on travaille beaucoup dessus, et en fait, il y a un flou légal parce que l'État français a beaucoup de mal à se positionner dessus. La Convention citoyenne pour le climat a fait de nombreuses propositions, mais l'État français ne s'est pas encore positionné dessus, et du coup, on ne sait pas encore vraiment ce qu'est le marketing responsable. Mais pour autant, il y a un véritable besoin de transition professionnelle, tant dans les carrières de gens qui font du marketing, j'imagine qu'il y en a parmi vous, de gens qui font du marketing et qui ont envie d'avoir qui ont envie tout simplement de transitionner vers une carrière plus durable. Et aussi, il y a un besoin des entreprises, parce qu'aujourd'hui, faire du marketing, c'est courir après la croissance. Et du coup, il faut repenser qu'est-ce que le marketing, et on est en train d'essayer de le faire, et c'est très technique. Enfin, c'est très technique, c'est plutôt compliqué. Voilà. Mais du coup, si je résume, ça veut dire que pour les gens qui sont aujourd'hui en poste dans les entreprises, enfin, pour les gens qui sont aujourd'hui en train de chercher un job dans le développement durable, il y a une belle perspective professionnelle de carrière qui s'ouvre. Et là, je vais commencer par la toute fin de la carrière, c'est en fait le poste de directrice ou directeur développement durable, parce que un doublement régulier du nombre de directrices et directeurs développement durable. Donc en 2010, il y en avait une cinquantaine en France, il y en a environ 200 en 2020, et on va entendre 400 en 2025. Et à partir de 2025, il y a une directive européenne qui s'appelle la CSRD, dont je pourrais parler plus tard, qui va obliger les entreprises, donc même les PME et les ETI, à se fournir en direction développement durable, et donc ça va faire un appel d'air sur le marché à partir de 2005. Donc, il n'y a pas que le poste de directrice ou directeur, il y a aussi un directeur ou une directrice, il a plusieurs personnes dans son équipe, et il y a plus de 5 personnes dans les grands groupes, 2 à 3 dans les moyennes, et 1 à 2 dans les ETI. Et donc, du coup, voilà, une des bonnes choses, enfin, un endroit à regarder pour, si jamais vous cherchez un job dans la durabilité, dans l'économie traditionnelle, c'est vraiment du côté des PME et des ETI, parce que c'est beaucoup plus facile d'accès, et il y a des postes qui sont très intéressants. Et ensuite, lors de notre étude, donc ce coup-ci plutôt du côté quantitatif, en fait, on s'est aperçu que il y avait une diversification des métiers, et il y avait vraiment un boulevard avec plus d'offres d'emploi que de demandes d'emploi, donc avec vraiment un besoin de main-d'œuvre, quoi, dans les cabinets de conseil. Et donc, les grands cabinets de conseil traditionnels, Deloitte, EY, BCG, etc., qui eux, en fait, littéralement recrutent des centaines de personnes pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc, la particularité de ces cabinets, c'est que c'est pas toujours très fun de travailler pour eux. Par contre, les salaires sont hyper intéressants. Ensuite, il y a les cabinets spécialisés que vous connaissez la plupart. Je crois que le premier, historiquement, c'est Utopie, etc. Donc, les cabinets comme ça qui recrutent avec des cabinets qui sont spécialisés, par exemple, comme EcoAct, comme Cantis et tout, et qui recrutent, qui ont des salaires intéressants, qui ont une ambiance et une taille qui est vraiment intéressante. Par contre, avec la particularité, c'est qu'ils cherchent des profils qui sont quand même très spécialisés et très techniques. Et du coup, comme premier move de carrière, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, c'est des gens vraiment où la montée en compétences au sein de ces cabinets spécialisés est vraiment assez impressionnante. Et enfin, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la montée en puissance du marché des freelances et des indépendants. Notamment sur toutes les stratégies de certification, sur toutes les stratégies de décarbonation et d'économie circulaire et de parties prenantes. Et nous, chez Ecolearn, on forme, on a les masterclass internes depuis 2012 où on forme les directeurs et directrices de développement durable. Et de plus en plus, un pourcentage de plus en plus important des gens qu'on forme finissent par créer leur propre cabinet et leur propre entreprise, et avec pas mal de succès. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de plateformes qui permettent d'arriver à trouver des clients. Et c'est un mode de vie qui est assez intéressant, je trouve. Et c'est aussi un bon moyen de rentrer dans la durabilité, de commencer par trouver des petites missions progressivement. Voilà. Mais ça, on pourra en parler plus tard sur la stratégie de comment comment rentrer dans la durabilité. Donc voilà, il y a des nouvelles opportunités avec vraiment une condition un petit peu qui est intéressante, c'est-à-dire que
quand on était dans le monde en 2015 et tout ça, quand on était dans le monde de la quand on était en 2015, quand on était dans le monde de la RSE, être gentil, ça suffisait, quoi. Il fallait être gentil, bien présenté et tout, et ça suffisait pour faire du développement durable. Aujourd'hui, vu qu'on a une professionnalisation de la durabilité, et ben, du coup, il faut vraiment des compétences spécialisées. En plus, donc, généralement, on parle de compétences générales et de compétences durables. Donc, les compétences générales, donc les achats, la durabilité, la finance, l'extra-financière, le marketing, etc. Et ensuite, ben voilà, il faut vraiment des compétences techniques, quel que soit le niveau que vous cherchez. Il faut vraiment aller chercher vraiment une compréhension de comment ça se passe en fait et quels sont les impacts, ben, tout simplement, quels sont les impacts de votre organisation sur les limites planétaires et les parties prenantes, quoi. Ensuite, il faut être capable de comprendre la complexité de la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, bah, une entreprise, c'est quand même souvent, elles ont plusieurs dizaines d'années d'existence. Leur but, c'est de faire de l'argent, du profit, de la croissance. Et donc, en fait, il faut comprendre leurs impératifs, qui sont d'abord et avant tout des impératifs financiers, et dans un deuxième temps, des impératifs de durabilité. Et du coup, il y a une espèce de gymnastique mentale pour être capable de comprendre en fait la situation de l'entreprise et comment adapter ma stratégie de durabilité par rapport à la situation de l'entreprise. Voilà. Et donc, les professionnels de la RSE et de la durabilité sont aujourd'hui des profils qui sont à la fois techniques et stratégiques, et avec une grosse partie gouvernance, parce que bah, de plus en plus, les directions générales vont s'appuyer sur ces profils pour diriger l'entreprise, et notamment sur les grands changements stratégiques. Voilà. Alors, rapidement, comment on fait? Donc, comme je mentionnais, il n'y a pas encore de filière de formation, donc il y a plusieurs éléments, acteurs de la formation à la durabilité, mais il n'y a pas encore une véritable filière où on peut former des gens à la chaîne, comme c'est le cas sur d'autres sujets comme le marketing, la finance, le commerce, l'ingénierie, etc. Donc, il n'y a pas encore cette filière, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant et qu'il y a une vraie demande. Une des recommandations, moi, que je peux faire, qui est très méta, mais qui est assez intéressante, c'est vraiment aller au contact des pionniers, des experts et des acteurs de la société civile, parce que c'est des personnes souvent qui ont compris cette espèce de complexité, et donc bah, être au contact de ces personnes, bah, d'une part, c'est bon parce qu'il y a beaucoup d'opportunités généralement autour de ces personnes, et aussi ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et enfin, il faut avoir une analyse critique et constructive des meilleures démarches d'entreprise. Et donc, du coup, essayer de faire ce qu'on appelle des cas, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment est-ce qu'une entreprise transitionne sans jugement, en fait. Voilà. De comprendre qu'une entreprise, c'est une entité économique, et de comprendre comment elle fait sa transition. Et donc, du coup, maintenant, je vais passer la parole à Nicolas sur les caractéristiques structurelles engagées. Merci pour tout ce contexte sur l'évolution du marché de la durabilité. Du coup, tu peux remettre la slide d'avant. Oui, pardon. Non, pas de problème. Ouais, donc, mini focus sur focus sur les structures engagées. Déjà, en fait, quel type de job il y a dans les structures engagées? J'essaie de les regrouper sous 3 piliers. En fait, comme toute grosse structure, les structures engagées, mais en fait, elles ont besoin en fait de se faire connaître, d'acquérir des clients, de se rendre visible tout simplement. Donc du coup, il y a énormément de jobs liés au marketing. C'est d'ailleurs le type de job qui est le plus sur Job That Makes Sense. Donc en fait, ça va être des responsables marketing, des chargés de communication, ou il y a plein de types de noms différents, mais en fait, il y a cette grosse catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie est là, qui est très spécifique aux structures engagées, c'est, je dirais, tout ce qui est lié au projet, donc à la mise en place opérationnelle des projets, à la facilitation, à l'animation. Donc, ça va être des chargés de projet, des responsables de programme, de l'événementiel, ou même là, si je vais sur Job, ça va être coordinateur de projet, chargé d'animation, communauté. En fait, là, il y a tout un pan autour de la facilitation de l'animation et de la gestion de projet qui est très spécifique, je pense, aux structures engagées. Et enfin, une partie business, bah oui, en fait, aussi dans les structures engagées, en fait, c'est pas être dans l'impact égal il n'y a plus d'argent, non, c'est juste construire les
modèles, les business models pour en fait avoir des modèles d'affaires qui sont durables et qui permettent en fait d'intégrer toutes ces composantes et qui sont pérennes, parce qu'en fait, il n'y a pas de, sans business model pérenne, il n'y a pas de structure. Donc en fait, il ne faut pas décorréler, je dirais, impact et argent. C'est plus l'argent comme moyen d'aller à une fin qui est une mission sociale, plutôt que de décorréler les deux. Et donc du coup, il y a plein de postes en business. Donc du coup, l'idée, c'est de développer commercialement des relations avec plein de parties prenantes. Donc c'est des postes de responsable de développement, de partenariat, de bizdev, etc. Est-ce que tu peux aller à la slide d'après, Pierre? Donc ça, c'est les types de jobs. Ensuite, il y a une slide entre deux, je pense. Voilà, top. Ensuite, quelles sont les caractéristiques des structures engagées? Je dirais que déjà, en fait, l'écosystème de l'ESS est très large. Là, si je simplifie, il y a en gros 50% d'entreprises, donc en gros de start-up de l'ESS, donc qui est un statut, l'ESS qui implique plein de choses, de part verser de dividendes à des actionnaires, caper les salaires, etc. Et il y a 40% d'associations, de coopératives, de fondations, et je dirais 10% de secteur public. Du moins, là, si je regarde à l'échelle des Jobs That Make Sense, qui regroupe déjà beaucoup de monde. Donc, plein de structures sociales, je dirais, juridiques différentes. Ensuite, c'est souvent des structures à taille humaine. Je vois que 90% sur Jobs That Make Sense, 90% des structures ont moins de 50 personnes, et même 70% ont moins de 15 personnes. Donc, du coup, c'est souvent des petites structures, des jeunes structures, qui ont aussi des fonctionnements de travail beaucoup moins hiérarchiques que certaines grosses entreprises que vous allez retrouver si vous voulez rejoindre ce secteur. Et enfin, de façon générale, sachez que l'ESS, ce n'est pas une niche, c'est 2,5 millions de salariés en France, c'est 10% du PIB. Donc, le marché est en plein boom. Moi, je vois que sur Jobs That Make Sense, là, on ne connaît pas la crise. Enfin, il y a eu un doublement des offres sur notre plateforme en 6 mois. Et enfin, dernière slide, s'il te plaît, Pierre. Et donc, du coup, quelles compétences clés, c'était le thème d'aujourd'hui, quelles compétences clés pour rejoindre une structure engagée? J'essaie aussi de mettre un peu 3 piliers avec un petit bonus. Pour moi, c'est il faut penser l'impact positif. C'est-à-dire qu'en gros, il faut comprendre les grands enjeux du monde d'aujourd'hui. En fait, pour être efficace et être engagé, etc., il faut maîtriser les gros enjeux. Il faut connaître les principaux référentiels dans le domaine. Qu'est-ce que c'est, je sais pas, la norme ISO 26000, qu'est-ce que c'est le label Lucie, qu'est-ce que c'est le Global Compact. C'est plein de, je dirais, de codes ou de connaissances générales, mais à connaître de code à connaître pour rejoindre une structure. Deuxièmement, une fois qu'on pense l'impact positif, il faut arriver à organiser, si on veut, l'impact positif. Impact positif et RSE, mettez le terme que vous voulez. Il faut arriver à l'organiser, à savoir avoir les compétences managériales pour répondre et concrètement intégrer ces enjeux au cœur de la stratégie, comme Pierre le disait, et pas juste faire de la com à côté. Ça va être concrètement, une fois que, en fait, on se dit, je sais pas, notre mission sociale, c'est, je sais pas, job, c'est de faciliter, de fluidifier le marché d'impact. Ok, en fait, du coup, comment on rend à la fois accessible ce service, comment on contribue à notre mission sociale, tout en créant autour de ça un business model qui permet d'avoir le plus gros impact positif possible, tout en étant pérenne dans le temps. Et donc ça demande en fait, c'est de se dire, être militant, c'est pas suffisant. Il faut savoir définir une stratégie, des projets, mettre en place des indicateurs autour pour mener à bien cette mission. Et enfin, il faut, et ça c'est vraiment sur le terrain que ça s'apprend, parce qu'autant petit 1, petit 2, ça peut s'apprendre dans des formations, petit 3, là ça s'apprend vraiment sur le terrain, c'est savoir collaborer, co-construire avec différentes parties prenantes. Les structures engagées en général, c'est le lundi, on va discuter avec un syndicat, le mardi on va discuter avec une asso, le mercredi avec une entreprise privée, le jeudi avec des bénévoles. Donc en fait on discute avec énormément de parties prenantes différentes et il faut savoir écouter chacun, adapter son discours et avoir une cohésion d'ensemble. En fait, c'est pas le tout de dire amen à tout le monde, c'est à réussir à agir en partenariat avec des acteurs très différents et savoir fédérer, savoir s'adresser à chacun, tout en ayant une certaine cohérence. Et enfin, des bonus, je dirais, en termes de boost d'employabilité. Si vous savez faciliter, animer des communautés, des bénévoles, c'est un élan de plus, parce qu'en fait, c'est souvent une composante d'une structure engagée. Et enfin, ce qui est un nice to have dans les structures dites traditionnelles et qui est quasi un must have dans les structures engagées, c'est savoir démontrer un engagement personnel de par des expériences associatives, des expériences bénévoles, etc.
Voilà. Merci Nicolas. Je me permets de rebondir sur le deuxième bonus sur l'engagement. Je pense que c'est aussi une question de culture, c'est-à-dire que je pense que dans les entreprises traditionnelles, ce qui est vraiment important pour eux, c'est qu'il y ait une expérience passée dans leur industrie ou le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'avoir des gens qui sont engagés et ce qu'ils font de leur vie privée, c'est pas forcément, ça les concerne pas nécessairement. Vraiment pour les entreprises traditionnelles, c'est plutôt avoir une compréhension en fait de comment fonctionne le secteur d'activité et comment fonctionnent d'autres entreprises au sein de ce secteur d'activité. Donc rapidement là pour résumer de manière pratico-pratique, pour être recruté en tant qu'acteur de la durabilité, il faut, dans l'idéal, avec cette montée en compétences, cette professionnalisation, il faut donc du coup, dans la majorité des cas, avoir suivi une formation, qui soit reconnue. Il faut avoir une ou plusieurs expériences professionnelles dans le milieu et c'est là où c'est compliqué parce que quand on fait la transition, comment est-ce que j'atteins ces expériences professionnelles? Heu, c'est toujours difficile, mais nous, chez Ecolorn, on a développé plusieurs stratégies de contournement qui permet aux gens, en fait, d'avoir des engagements. Et si je reviens à la slide de Nicolas, en fait, le démontrer d'un engagement, que ce soit associatif, bénévole, pour une collectivité ou pour une entreprise à bas coût, en fait, c'est quelque chose qui permet de créer une première expérience et cette première expérience permettra ensuite par effet boule de neige, d'avoir une deuxième expérience qui elle permettra d'avoir une troisième expérience. Et c'est notamment pour ça que moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une demande, une augmentation de la demande de profils en freelance, parce que justement faire du freelance avec des engagements bénévoles et ou associatifs à côté permettent en fait de se construire ces différentes expériences et d'éviter de se manger un mur en essayant de chercher un travail avec cette histoire de infini de j'ai besoin d'une première expérience pour être embauché, mais j'ai besoin de me faire embaucher pour avoir une première expérience, quoi. Et enfin, comme on l'a mentionné plusieurs fois, il faut avoir une ou plusieurs expertises. Et donc ces expertises, elles peuvent être, comme je le disais tout à l'heure, une connaissance d'un secteur d'activité, d'une industrie, de comment fonctionnent les entreprises dans un type d'industrie, ou des compétences qui soient techniques sur, je sais pas moi, si par exemple vous savez comment calculer l'empreinte carbone, c'est une bonne expertise qui vous suffira juste de creuser et d'étendre, mais déjà c'est un bon début. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 principales choses pour être recrutable en tant qu'acteur de la durabilité. Heu heu Et là, je voulais raconter les formations Ecolearn pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là. Du coup, en fait, on propose, ce que disait Nicolas, c'est que ce qui est important, c'est d'identifier les enjeux majeurs de la durabilité. Donc, quels sont les gros enjeux par rapport à l'entreprise et par rapport à l'impact de ces dernières. Parce que sinon, en fait, si on n'a pas c'est ce qu'on appelle le concept de matérialité. Si on n'a pas cette réflexion sur la matérialité, on finit toujours par enlever les bouteilles d'eau en réunion. Je veux dire, quand Google, par exemple, ils nous annoncent qu'ils sont neutres en carbone depuis 2017, enfin depuis 2007, en fait, on s'en fout de l'empreinte carbone de Google, quoi. C'est pas ça qui est important pour eux. Eux, ce qui est important, c'est le fait qu'ils vendent, ils font de la publicité pour des produits polluants. Euh, pour les entreprises, je sais pas moi, Coca-Cola, par exemple, même s'ils ont une empreinte carbone qui est considérable, en fait, on s'en moque un peu, quoi. Ce qui est important, c'est que c'est le premier pollueur de plastique et qu'ils empoisonnent les gens avec du sucre. Et donc voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'identifier les enjeux majeurs de la durabilité et qu'est-ce qui compte pas pour pas se faire enfumer. Parce qu'en fait, dans l'économie traditionnelle, il y a de très nombreuses entreprises que je ne vais pas forcément citer qui ont pour spécialité en fait de multiplier le nombre de projets et du coup un projet hyper cool, mais en fait quand on regarde le progrès en volume absolu et en volume relatif par rapport à la création de valeur de la boîte, en fait on s'aperçoit que c'est du vent en fait, c'est du brouillard quoi. Donc voilà, ça c'est le premier truc, c'est vraiment identifier les enjeux majeurs de la durabilité pour pas se faire avoir par de l'anecdotique. Deuxièmement, concrétiser les nouveaux modèles d'affaires. Parce que, comme je vous disais, comme disait Nicolas, même dans les nouveaux modèles, comme disait Nicolas, dans les nouveaux modèles, il faut faire de l'argent, tout simplement pour être viable et pouvoir recruter des gens. Mais dans les anciens modèles, il faut savoir que c'est des entreprises qui héritent de structures de coûts et qui héritent de profits qui sont très, très difficiles à changer. Et donc, il faut comprendre comment est-ce que ces entreprises font de l'argent, sans jugement, en essayant de comprendre comment ça fonctionne, quels sont leurs modèles d'affaires,
et progressivement réussir à transitionner ça vers de la durabilité. Et comment est-ce qu'on fait ça? En fait, d'abord, encore une fois, il y a une compréhension de leur modèle d'affaires. Et ensuite, on commence à se demander doucement, qu'est-ce qui se passe si je paye le carbone à 70 € la tonne? Et on le met dans leur modèle d'affaires. Et là, on regarde s'ils continuent de gagner de l'argent ou pas. Et si jamais ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, il faut commencer à décarboner la chaîne de valeur pour faire en sorte que ce soit pris en compte. Donc, du coup, le rôle de la durabilité, ce n'est pas d'être opposé au business traditionnel, c'est juste d'expliquer au business traditionnel qu'en fait, demain, ils vont, à cause des évolutions législatives qui sont en cours, demain, ils vont devoir payer leur carbone. Demain, ils vont devoir arrêter d'utiliser des enfants esclaves. Demain, ils vont devoir payer le plastique qu'ils émettent, etc., etc. Et donc, pour eux, c'est un avantage compétitif, en fait, de prendre ça en compte aujourd'hui dans leur modèle d'affaires. Comme ça, il n'y aura pas de changement trop abrupt. Voilà. Et enfin, engager les parties prenantes de l'entreprise parce qu'une entreprise, en fait, ça aussi, c'était un peu la nouveauté de la durabilité par rapport à la RSE, c'est que jusqu'à la crise de 2008 et même encore après, on avait ce qu'on appelait le capitalisme actionnarial. C'est-à-dire c'était les actionnaires qui décidaient, c'était eux les boss, et c'était juste eux qui avaient le pouvoir de l'entreprise. Et là, progressivement, en fait, on commence à s'apercevoir que on passe dans un nouveau capitalisme qui est le capitalisme des parties prenantes, où en fait, les employés, ils ont leur mot à dire, les consommateurs, ils ont leur mot à dire, les gouvernements locaux, les fournisseurs, ils ont leur mot à dire. Je veux dire, ça a été vachement nouveau. On a commencé à avoir les agriculteurs qui commençaient à gueuler contre la grande distribution en leur disant qu'ils n'étaient pas assez payés et que la relation était complètement déséquilibrée. C'est assez nouveau et du coup, c'est une compétence à avoir pour les gens parce que voilà, animer un réseau de parties prenantes, c'est quelque chose d'assez vital pour les entreprises. Donc voilà. Et donc nous, chez Ecolearn, pour répondre à ça, donc on a créé donc les formations que je vous avais mentionnées. On propose en fait une pensée systémique parce que comme je vous disais, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment cette prise de recul et une vision qui soit vraiment globale à l'entreprise. Mais il y a aussi une approche opérationnelle parce qu'en fait, tout simplement, il faut être capable d'utiliser des outils de manière pratico-pratique parce que le développement durable, c'est pas de la théorie. Le développement durable, c'est une dynamique qui consiste à faire remonter des données sur les externalités positives et négatives d'une entreprise dans l'objectif de prendre en compte ces données et de faire infléchir la trajectoire d'une entreprise vers plus de durabilité. Voilà. Et ensuite, on fait du micro-learning parce que donc le micro-learning, c'est 15 minutes par jour parce qu'on sait que regarder des vidéos longues, c'est chiant. En termes de programme, pour l'instant, on a un programme qui est en 10 leçons, donc sur introduction à la durabilité, sur comment est-ce que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que c'est que la durabilité? Justement, ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début avec la progression de comment est-ce qu'on passe de RSE à durabilité. Ensuite, on a toute une partie légale parce que c'est important de comprendre les différentes lois et quel est leur impact sur les entreprises. Parce qu'il faut savoir que la plupart des entreprises, elles font ça uniquement parce qu'il y a la menace de la loi qui évolue derrière. Ensuite, la décarbonation et les changements climatiques, l'éco-conception pour savoir donc qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que passer sur une économie circulaire. Ensuite, la chaîne d'approvisionnement, comme je vous disais, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne finance pas des enfants esclaves qui se prennent des pesticides toute la journée. Ensuite, dialoguer avec les parties prenantes. Je crois que je l'ai mentionné, je pense que vous l'avez compris. Le reporting, c'est vraiment important. Donc, encore une fois, à partir de 2024, toutes les entreprises qui ont plus de 250 salariés vont être obligées de faire du reporting extra-financier. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est en 2021, les entreprises, elles ont 3 ans pour s'organiser pour faire ça. Et donc, du coup, surtout pour tous les gens qui ne vivent pas forcément à Paris, le réseau de PME est très dense en France, en région. Et donc, ça peut être maîtriser les codes de base du reporting, surtout sur les PME où ce n'est pas excessivement compliqué non plus, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, je pense, pour les entreprises. Et ensuite, le poste en fait de manager durable, en fait, c'est qu'est-ce que c'est que manager la durabilité? C'est aussi une démarche. Et là, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en poste aujourd'hui. Notre étude, en fait, elle a montré que en termes
de niveau de vie, en termes de salaire, en termes de niveau de responsabilité, la transition était beaucoup plus agréable pour les gens qui restaient dans leur entreprise. Et donc, en fait, ça se négocie de faire une transition durable au sein de son entreprise. En gros, il faut aller voir les gens et leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai envie de transformer l'entreprise vers plus de durabilité. Comment on fait? Et donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on grignote de, ah ben, je fais ça sur 10% de mon temps, 20% de mon temps, 30, 40, 50, et ensuite pour avoir un poste à part entière. Mais vraiment, voilà. Et donc c'est une négociation. En fait, la durabilité, c'est vraiment une négociation en permanence. Alors, bah, aujourd'hui, avec les acheteurs, avec les financiers, avec les gens des ressources humaines, etc. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on enseigne. Mais vraiment, s'il y a quelque chose à se souvenir, c'est que l'expertise et la connaissance d'une entreprise et de son secteur d'activité, ça a énormément de valeur en transformation durable parce que ça rassure vos interlocuteurs, en fait. Ils savent que vous connaissez leur business model et du coup leur business case. Et donc, ça me fait arriver à la neuvième leçon qui est du coup la construction d'un business case durable. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un business case durable? En fait, c'est, comment dire, donc en fait, la leçon 9, c'est un peu un résumé de toutes les précédentes. Et en fait, c'est votre capacité à comprendre quel est le business model de votre entreprise et du coup à comprendre quelle est la création de valeur de cette entreprise. Okay. Ensuite, il va falloir calculer, au sein de cette création de valeur, il va falloir calculer en pourcentage quelle est la création de valeur durable et quelle est la création de valeur non durable. C'est-à-dire quelle création de valeur a des externalités positives supérieures ou égales aux externalités négatives, donc dans ces cas-là, c'est durable, et quelle création de valeur a des externalités positives inférieures aux externalités négatives. Et du coup, comment est-ce qu'à partir du moment où j'ai fait ce calcul, comment est-ce que j'arrive à me débrouiller pour organiser la cannibalisation de la création de valeur durable par la création de valeur, non, de la création de valeur non durable par la création de valeur durable. C'est-à-dire que, en fait, si vous expliquez à une boîte qu'il va falloir qu'elle arrête de gagner de l'argent, ça va pas bien se passer. Et donc, en fait, ce qu'il faut lui expliquer, c'est que la façon dont elle gagne de l'argent aujourd'hui, elle ne pourra plus le faire en 2025 et 2030, et que du coup, progressivement, il faut transitionner pourcentage par pourcentage sur la création de valeur non durable. Et enfin, après, on discute dans la dernière partie, on fait toute la partie qui est géopolitique et prospective. Donc, prospective, on regarde qu'est-ce qui est dans les tuyaux de l'Union européenne. Et dans la partie géopolitique, en fait, c'est assez intéressant. En fait, on discute des différentes vues de durabilité en fonction des pays et des régions. Par exemple, la culture anglo-saxonne de la durabilité est radicalement différente de la culture franco-européenne, notamment en termes de communication. Et donc, du coup, si vous communiquez aux États-Unis comme vous communiquez en France, ça va mal se passer, et vice-versa. Pareil pour l'Afrique du Nord, pareil pour l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, voilà. Ça, c'est rapidement, je fais un tout petit tour sur la pédagogie. Donc, comme je disais, on fait du micro-learning. Donc, c'est entre 15 et 150 minutes en fonction de votre curiosité pour que vous puissiez creuser et construire pour que vous puissiez creuser et construire votre expertise. Parce qu'en fait, on ne peut pas être expert de tout. Et du coup, nous, on a pris la décision de faire un apprentissage à tiroir. Comme ça, les gens peuvent, s'ils le souhaitent, creuser et s'ils ne le souhaitent pas, rester sur les basiques. L'apprentissage social, comme on le mentionnait, en fait, c'est important d'apprendre au sein des meilleurs. Et donc, du coup, nous, on a une grosse communauté avec les gens qui interagissent les uns avec les autres. Et même nous, en permanence, on répond aux questions, on fait plein de webinaires, etc. pour accompagner les gens, en fait, dans leur transition durable. Que ce soit, du coup, les coacher pour comment négocier ça avec leurs employeurs ou comment changer d'entreprise et trouver un nouvel emploi. Et enfin, comme je vous disais, c'est hyper important d'être pratico-pratique et du coup, on donne plein d'outils pour appliquer la durabilité dans sa vie professionnelle. Voilà, et ça, c'est plein d'annexes, mais on s'en fout. Est-ce que… Voilà, donc la conclusion, en gros, c'est… on est en train de dépasser les limites planétaires et les parties prenantes sont en train de foutre la pression aux entreprises. Il y a une structuration et une professionnalisation du métier de durabilité avec des postes de direction, des postes de mise en œuvre et des postes dans l'économie traditionnelle. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, je suis ouvert aux questions du coup. Et Nicolas aussi. Merci Pierre.
Il y a eu plein de questions dans le chat et n'hésitez pas si on n'a pas répondu. Enfin, il y a Claire, moi, Pierre, enfin, on était pas mal à répondre aux questions en même temps. S'il y a des questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les poser ou à les remettre dans le chat. Et si vous avez d'autres questions, voilà, on est tout à vous sur toute la journée. En fait, voilà, on est toute la journée avec vous. Ce n'est que le début de ce live. Voilà, n'hésitez pas. Y a-t-il des postes spécifiques au dialogue avec les parties prenantes? Je pense que souvent, c'est des postes de responsable de partenariat ou, en vrai, selon la structure, je pense que, évidemment, un responsable partenariat va parler avec plein de partenaires différents, mais en fait, quelqu'un qui est en développement commercial va être amené à parler à plein de parties prenantes. Quelqu'un qui va fonder ou cofonder une structure va parler avec plein de structures. Un chef de projet va pouvoir parler avec plein de parties prenantes. Donc, en gros, il y a pas mal de postes qui sont au contact de plein de parties prenantes. Je ne sais pas s'il y a un poste spécifique, mais il y en a plein qui sont au contact de plein de monde, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond Et donc, et du coup, enfin, donc il y a aussi, donc en effet, oui, il y a des postes qui sont, oui, il y a des postes qui sont responsables de parties prenantes, donc notamment dans le monde syndicaliste, toutes les entreprises qui ont donc toutes les entreprises qui ont des comités exécutifs, donc toutes les entreprises qui sont financées sur les marchés, en fait, dans le comité exécutif et dans le conseil d'administration, il y a au minimum une personne qui est responsable du dialogue avec toutes les parties prenantes. Et donc, du coup, nous, on a distingué plusieurs types de postes en relation partie prenante. Il y a déjà des consultants qui sont conseillers en dialogue partie prenante. Il y a notamment une des alumni d'Ecolern qui a monté son cabinet qui s'appelle Initiatic et qui fonctionne très bien. Ensuite, donc, il y a toute la partie actionnariale, donc avec des postes qui sont plutôt haut niveau. Et ensuite, il y a tous les jobs que disait Nicolas qui sont en lien avec différentes parties prenantes. Mais en effet, oui, c'est des postes qui sont. En fait, c'est des postes qui font. C'est un poste qui a 3 parties au sein de ce poste. Il y a une première partie qui est cartographie des parties prenantes, une deuxième partie qui est conception de stratégie de prise en compte de ces parties prenantes, et il y a une troisième partie qui est animation du réseau de parties prenantes. Et par exemple, pour répondre à votre question, et après c'est très ouvert, c'est très ouvert, et il y a notamment la question de est-ce que l'égalité homme-femme, est-ce que c'est un problème de partie prenante ou pas? Et donc dans ces cas-là, oui, il y a des responsables égalité femmes-hommes au sein des organisations. Donc ça dépend de la définition, mais oui, en effet, il y a plusieurs postes, que ce soit des postes de conseil ou des postes de salariés dans l'entreprise. Top. Les questions qu'il y avait, quid de l'intérêt des compétences / profil transformation innovation? Alors, je ne suis pas certain de comprendre la question. Si la question est de est-ce qu'on peut est-ce que vous posez la question de la transférabilité des compétences? Si c'est ça, oui, en effet, que ce soit des compétences, là, on parle de transformation d'innovation ou même de business, de marketing ou autre, pour moi, en fait, oui, c'est mieux. Ça va clairement être un bon bonus d'employabilité d'avoir déjà travaillé dans une structure engagée. Si vous ne l'avez pas fait, mais que vous êtes engagé, par exemple, que vous avez des expériences associatives et que vous êtes un expert métier, quelle que soit la verticale métier, pour moi, aujourd'hui, les structures engagées cherchent des profils structurants dans des verticales métiers donnés. Et si vous le corrélez à soit une formation Ecolern, soit un engagement dans votre vie personnelle, là, ça va vous permettre de faire le step dans une structure engagée. Et notamment, oui, les compétences en innovation ou en gestion de l'innovation sont importantes dans ces structures. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ouais. Si je peux compléter aussi peut-être. Attendez, je vais juste regarder parce que je n'ai pas accès au chat. L'intérêt des compétences pour transformation et innovation. Donc en fait, dans les profils de transformation et innovation, il y a une vraie révolution pour ces métiers, entre guillemets, parce qu'avant, il y avait 2 choses. Il y avait l'innovation qui ne sert à rien. Et ça, c'était quand même, pour ceux qui ont l'expérience dedans, c'est quand même assez courant. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle de l'innovation market-driven, c'est-à-dire on répond au marché, on ne se pose pas de questions. Et aujourd'hui, en fait, la question c'est, ok, mais quelle est la valeur
de l'innovation que je vais mettre sur le marché, que je vais tester, que je vais rechercher, etc., quelle est sa valeur en termes de respect des parties prenantes et ou de respect des limites planétaires. Et donc, en fait, j'arrive à la réponse. Il y a un intérêt pour les compétences profils de transformation et innovation. Par contre, il y a un besoin de vous former sur tout ce qui est économie circulaire, analyse du cycle de vie des produits, éco-conception. Voilà. Donc vraiment, ce qui est important, c'est que la différence entre sur les profils de transformation et innovation, c'est, enfin, en gros, innovation, on est vraiment sur ces compétences dures qui sont du coup analyse cycle de vie, économie circulaire et économie de la fonctionnalité. Et il en manque un. Éco-conception. Et sur toute la partie transformation, en fait, on est plutôt sur du côté change management, donc du coup management du changement. Et là, c'est plutôt des postes généralement plutôt des postes de conseil, donc du conseil en organisation. Donc, en fait, moi, je diviserai la question en deux. Sur les postes de transformation, on est plutôt sur la transformation, on est plutôt sur du RH, on est plutôt sur du conseil en organisation. Voilà, de type, si je prends le plus grand, voilà, du conseil en organisation. Et sur l'innovation, voilà, on est vraiment des compétences qui sont plus dures. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Yerli? Cool. Autre question. Alors là, je vais gentiment te passer la balle, Pierre. Pourriez-vous nommer des compétences plus spécifiques reconnues? J'avoue que là, GRI Brem, je ne sais même pas de quoi on parle. Pierre, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ah d'accord. Alors c'est intéressant. Ouais, donc c'est une question qui est intéressante. Alors là, ce que vous venez de mentionner en fait, donc GRI, Brem, ISO, etc., Big Corp et tout ça. En fait, ce sont pas des compétences, ce sont des outils. Et donc en fait, une compétence, c'est une capacité à utiliser un outil et que de manière adaptée et pertinente. Et donc, du coup, le piège, le grand classique du grand piège, c'est je fais une formation, je me forme à un outil et j'utilise cet outil tout le temps. Et en fait, si je suis un marteau, tout autour de moi, je vois que des clous, si c'est comme ça qu'on dit. Et donc, en fait, du coup, en termes de compétences, moi, typiquement, là, la compétence ISO, en fait, pour moi, ISO, c'est pas une compétence. Pour moi, ISO, c'est un savoir-faire, c'est un outil. Et donc, du coup, la compétence de ISO, ce serait certification. Pour le GRI, la compétence, ce serait finance durable / reporting extra-financier. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est vraiment de penser en secteur et au sein de ce secteur, d'identifier un ou plusieurs outils qui soient adaptés différemment. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Sachant que parce que le piège, en fait, je prends sur l'ISO, par exemple, avec l'ISO 26000, qui est vraiment le grand classique, et c'est vraiment genre, beaucoup de gens qui font cette erreur, c'est que beaucoup de gens qui font cette erreur, c'est que en fait, l'ISO 26000, ça peut être utilisé pour driver, enfin pour déterminer et designer complètement une politique de durabilité. Parce qu'en fait, il y a une série de questions et une série de critères qu'il s'agit de remplir. Mais en fait, ce n'est pas toujours adapté. Et donc, du coup, foncer d'abord en ISO pour l'appliquer, sur une ISO 26000 pour l'appliquer bêtement, et ben en fait, ce n'est pas vraiment de la compétence, c'est vraiment l'utilisation d'un outil au sein duquel vous pouvez être piégé. Et donc, du coup, on en revient sur ce que je racontais tout à l'heure, qui est avoir des compétences techniques, pratiques et opérationnelles, c'est important, c'est essentiel. Mais par contre, il faut toujours avoir une prise de revue, une prise de recul et une vision holistique de l'utilisation de ces outils. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Monsieur Romano Emilio? Ouais, c'est clair, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un complément de réponse, très clair. Et ensuite, Raïma, est-ce que tu peux contacter Ecolearn pour échanger sur ton parcours? Évidemment, je pense que quelqu'un peut te remettre un lien d'échange. Mathieu, on avait mis un peu plus haut, mais évidemment. Est-il possible de faire un stage de mission dans le cadre du MR20, la Masterclass 21? Je ne sais pas. Oula, attends, c'est quoi cette question, ça? Est-il possible de faire un stage, une mission avec une convention pour pouvoir négocier avec son entreprise dans le cadre de… Des Masterclass 21. Alors, pour l'instant, alors, je ne sais pas qui est cette question, c'est une question qui est très technique. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas encore… donc, Ecolearn, on n'a pas encore de convention et mis en place tout ça.
Mais par contre, de plus en plus, on travaille, on est en train de monter un pôle carrière du coup pour travailler sur la relation avec les entreprises. Donc du coup, madame, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais envoyez-moi un mail avec une définition de votre besoin exactement sur hello@ecolearn.fr et on vous répondra. Parce que c'est trop particulier pour en parler devant tout le monde. Top. Le replay, oui, il y est, le lien y est. Quel est le degré d'approfondissement de la formation quant à l'expertise envers les enjeux climatiques? Les enjeux climatiques, alors il y a, en fait, on a 2 formations pour ça. On a une formation où, donc la formation fondamentaux d'entreprise durable qui maintenant là et donc qui va clôturer, enfin, dont les inscriptions clôturent le 9 juin. Cette formation, vous pouvez passer sur les enjeux climatiques entre 1h15 et 4h. Donc c'est les bases, mais c'est les bases en mode pratico-pratique, c'est-à-dire décarbonation de la chaîne de valeur. On n'est pas uniquement sur compréhension du changement climatique. Et ensuite, Ecolearn sortira à la rentrée une formation du coup d'experts en décarbonation de la chaîne de valeur. Et là, pour le coup, ce sera au niveau top, quoi. Et ce sera plus long, par contre, et plus fastidieux. Mais oui, en effet, du coup, on est en train de développer une formation. Là, on est en train de terminer justement sur les outils et on est en train de tester ça avec notre partenaire EcoAct, qui sont donc EcoAct, c'est un cabinet de conseil qui sont en train de valider toutes les hypothèses et toutes les méthodes qu'on donne. Et donc voilà. Donc cette formation de décarbonation, elle aura lieu en je pense que les premières sessions auront lieu en septembre. En gros, on va la bêta tester pendant l'été. Voilà. Pour vous inscrire, inscription à la formation fondamentaux ou carbone, Pierre? Envoyez un mail à hello@ecolearn.fr et on va vous préinscrire. Top. Alors, quelle place, dites-moi si j'ai des questions, hein. Quelle place pour les profils juridiques dans les métiers de la transition? Il y en a évidemment. Et en fait, justement, vu toutes les normes, entre les lois qui arrivent, que ce soit dans les grosses structures, je dirais, donc là, Pierre pourra en parler mieux que moi, mais là, évidemment, en fait, vu que la loi évolue sans cesse, évidemment, il faut des profils juridiques pour mettre en place toutes ces normes, tout ce que la loi impose, et même dans les structures engagées ou les chaînes d'entreprise, il y en a, en fait, là, si je vais sur Job Make Sense et que je mets support juridique, en fait, ça dépend ce qu'on entend par là, mais oui, il y a des postes de responsable administratif et financier, de conseiller juridique, de chargé de plaidoyer, donc oui, en tout cas, de juriste. Donc oui, il y a évidemment qu'il y a des jobs dans ce secteur-ci. Et moi, je rajouterais quelque chose, si je peux me permettre. C'est du coup, nous, on a beaucoup de demandes zut. Là, on vient de remplir notre classe Masterclass 21 l'année prochaine. Donc, on est complet. Pas pour les fondamentaux de l'entreprise durable, pas pour la formation online, mais la formation en présentiel. Et dedans, on a 5 ou 6 profils de juristes. Et donc, et du coup, je vais plutôt vous dire en termes de compétences pour les juristes, le bon côté, c'est que vous avez un savoir-faire, un savoir-être qui est unique, enfin unique aux juristes, qui est en fait du coup de comprendre les textes de loi. Et donc ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et du coup, en fait, la question, c'est savoir comment est-ce que ces compétences peuvent être intéressantes sur le marché du travail dans le monde du développement durable. Donc, de un, il vous faut une compréhension de qu'est-ce que c'est la durabilité et une compréhension de chacun des sujets. Comme je disais, une vision holistique, c'est particulièrement vrai quand on fait du droit, parce qu'en fait, votre rôle, ça va être de faire des diagnostics de risque. C'est-à-dire que vous allez regarder l'entreprise et vous allez dire, OK, à 5 ans, si telle loi elle passe, c'est la et du coup il va falloir changer en amont. Donc ça c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est du coup comment est-ce qu'on met en place cette transition. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que la durabilité de manière holistique. Deux, faire de la veille de manière constante, notamment sur les textes européens. Et donc, du coup, il faut que vous vous remettiez à faire de la veille et que vous suiviez de près les nouvelles lois en termes de durabilité et surtout les nouvelles normes européennes. Voilà. Donc oui, il y a de la place pour les profils juridiques. Par contre, il faut que vous actualisiez votre connaissance juridique. Et donc, ça prend un petit peu de temps. C'est quelque chose qu'il faut faire progressivement, mais qu'il faut faire sérieusement. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal.
Il y avait une question, non? Est-ce que la formation en ligne est certifiante? Oui, Oui, elle l'est. ça donne un titre RNCP de niveau 7, qui est le grade master. Tout à fait clair. Il y Et ça avait donne un diplôme central Supélec Excel. parfait. Donc, ouais, donc la prochaine rentrée des fondamentaux de l'entreprise durable, ce sera le 21 juin. Vous avez toutes les infos ici. Vous pouvez prendre rendez-vous là avec Mathieu, avec Claire. À vous de voir qui est le plus sympa. Je ne me prononcerai pas. Ils sont tous sympas. Tac, peut-on dire, peut-on dire grossièrement que c'est un master? Oui, c'est un grade master. Donc, c'est pas un master parce qu'on n'a pas le même volume horaire qu'un master, mais c'est un grade master. C'est mieux que master. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est RNCP de niveau 7. Parfait. Bon, à date, toute question. Est-ce que c'est vous qui allez vous essouffler avant nous? Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je sais que par la suite, Pierre, on va vous envoyer un petit mail où, si vous voulez tester gratuitement les outils, faire un essai gratuit la formation des fondamentaux de l'entreprise durable, on va vous envoyer ça dans la foulée. Ah oui, aussi, ouais. Parce qu'il y a vu que pour tenir dans le temps imparti de la présentation, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit dedans et qu'on avait, notamment plein d'outils gratuits et qui sont pas, enfin, qui n'ont rien à voir avec EcoLearn sur comment en fait se faire les dents à la durabilité, parce que je vous parlais de cette histoire pardon, je vous parlais de trouver une première expérience, ce qui est pas forcément facile. Et donc, du coup, moi, j'ai compilé un certain nombre d'outils là-dessus. Donc, on va vous envoyer un Typeform. Si vous voulez accéder à ces outils, il suffira juste de remplir le Typeform. Et je vais juste en mettre un et parler en une seconde parce que je trouve ça assez drôle. Donc, il y a Olivia Grégoire qui est secrétaire d'État au développement durable qui a 1.gouv.fr que j'ai mis là, qui a du bon et du pas bon. Donc le pas bon, c'est que c'est très éclectique et il n'y a pas cette notion de hiérarchisation de besoins. Le bon côté, c'est que c'est très très accessible. Et donc du coup, il y a trois. Donc en fait, l'idée c'est de publier des indicateurs de performance sociale et environnementale. Donc de performance environnementale, de manière sociale et sur la gouvernance de l'organisation. Et donc, donc je vous invite à regarder. Donc comme je vous dis, il y a le défaut principal de cette plateforme, c'est que le défaut principal de cette plateforme, c'est que c'est pas du tout hiérarchisé, c'est très éclectique et du coup, c'est un peu le bordel. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment une vision stratégique avec une hiérarchisation des besoins, comme je l'ai dit, et c'est vraiment important. Donc, ça, c'est vraiment le mauvais côté. Par contre, le bon côté, c'est hyper didactique. Et c'est en fait de commencer à mettre un pied dedans. Du coup, d'essayer de vous faire les dents, vous prenez n'importe quelle entreprise. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est aussi un premier pas vers cette réglementation européenne que je disais qu'elle allait arriver en 2024. Et du coup, commencer doucement, surtout pour les gens qui butent et qui sont au tout début de votre trajectoire. Je trouve que c'est une plateforme qui a plein de défauts, mais qui a le mérite d'exister et qui est assez facile d'accès et qui vous permettra d'avoir dans un premier temps les codes et aussi. Et donc ça, c'est quand même assez sympa que ce soit public. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser, mais on peut rester encore 2-3 minutes pour attendre les questions si vous en avez. Non, c'est bon? Bon, très bien. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous, on est disponible, que ce soit Claire, Mathieu, moi ou Nicolas, je pense. On est disponible par téléphone ou par mail pour discuter de tout ça. Je vous remettrai, si vous voulez, dans le mail, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, si vous voulez poser des questions directement sur LinkedIn. Pierre Montel, Nicolas Vergne, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire avec nous et en espérant vous revoir très vite. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, bon appétit, comme dirait François. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt du coup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci. Et bon appétit. Bon appétit.